Bonsoir et bienvenue à ce que l'on pourrait pratiquement appeler les 2 prochaines heures de sagesse bouddhiste appliquée. Ce qui est une façon bien optimiste de dire que vous allez prétendre essayer de dormir, mais en réalité rester éveillé jusqu'à la fin pour découvrir comment des moines ancestraux avaient aussi des problèmes d'anxiété. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi des civilisations entières ont passé des millénaires à chercher des raccourcis vers la paix intérieure. Conceptuellement brillant, pratiquement discutable et ironiquement parfait pour ceux qui devraient dormir maintenant. Et écoutez, je sais ce que vous pensez. Avons-nous vraiment besoin de 2 heures pour comprendre que l'illumination n'a pas de délai de livraison? La réponse est oui, absolument oui, parce qu'il s'avère qu'entre sauvegarder une citation zen sur Facebook et vraiment comprendre pourquoi des gens ont consacré leur vie entière à arriver à ces conclusion, il y a une différence absurdement grande. Et vous avez de l'insomnie de toute façon. Ce soir, nous allons rencontrer 5 bouddhistes qui ont décidé que la patience millénaire était, un peu trop longue, et ont créé leur propre méthode d'optimisation spirituelle. Nous rencontrerons Henri, un moine normand qui a fait un planning de 30 jours pour le nirvana, comme ces gens qui s'inscrivent à la salle de sport en janvier et espèrent être en forme d'ici février. Nous visiterons Marguerite de Toulouse, une duchesse française qui a décidé que, quand on a littéralement tout, on a évidemment besoin de littéralement rien, échangeant châteaux royaux pour des grottes dans les Pyrénées, parce qu'apparemment, la quête spirituelle implique toujours des conditions qui défient le bon sens. Nous voyagerons jusqu'à Kenji Nakamura, un samouraï japonais qui a passé 4 ans à essayer de couper des pétales de cerisier avec une précision mathématique dans une démonstration impressionnante de comment transformer l'obsession pour la perfection en science exacte légèrement questionnable. Et nous terminerons avec Kim Seung-min, un ermite coréen qui a interprété Vie simple comme construire le complexe monastique le plus élaboré de la région pour une seule personne, prouvant que l'ego spirituel peut être encore plus créatif que l'ego matériel. Si cela ressemble à l'excuse parfaite pour ne pas dormir 2 heures de plus, likez cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, parce que nous avons encore des histoires sur des mystiques grecs, des alchimistes médiévaux et des chamans qui pensaient que parler aux plantes était une méthode scientifique valide. Nous commençons dans une forêt de Normandie où quelqu'un vient d'inventer le premier agenda spirituel de l'histoire et est sur le point de découvrir que Bouddha n'a jamais mentionné les délais pour une raison très spécifique. Normandie, 1547, et nous sommes en saison sèche, ce qui est un détail important quand vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui a transformé l'illumination spirituelle en projet avec échéance. Henri de Montfort s'est réveillé ce matin de décembre avec la confiance inébranlable de celui qui vient de résoudre un problème qui a tourmenté les bouddhistes pendant plus de 2000 ans. Le problème? Bouddha avait pris 6 ans pour atteindre l'éveil, 6 années entières, ce qui était, évidemment, une gestion du temps discutable. Notre protagoniste était un moine de 36 ans qui vivait dans l'abbaye de Saint-Wandrille, près de Rouen, une région qui à l'époque bouillonnait de clochers dorés et d'une quantité impressionnante de moines très sérieux discutant des sutras, qui sont essentiellement les textes sacrés bouddhistes, comme une bibliothèque spirituelle que quelqu'un a décidé de rendre obligatoire. Henri était différent, non pas parce qu'il était moins sérieux, mais parce qu'il avait appliqué la logique et une pratique au Dharma, qui est l'ensemble des enseignements de Bouddha. Disons que c'est le manuel d'instruction pour la vie, seulement écrit par quelqu'un qui ne croyait pas au résumé. Il avait passé les dernières 17 années à étudier les textes sacrés, méditant dans les positions traditionnelles, suivant tous les préceptes, et après presque 2 décennies de progrès, disons qu'il attendait encore ce moment de clarté cosmique que les maîtres promettaient, ce qui était légèrement frustrant, considérant que certaines personnes rapportaient des expériences transcendantales après quelques mois. Les mathématiques étaient simples. Si Bouddha avait eu besoin de 6 ans, et considérant que Bouddha était essentiellement
Un débutant quand il a commencé, Henri, avec 17 ans d'expérience, devrait pouvoir obtenir le même résultat en beaucoup moins de temps. C'était une question d'efficacité. Le plan a émergé durant une conversation avec frère Augustin, le maître le plus âgé de l'abbaye, un homme de 69 ans qui avait cette patience infinie typique de celui qui avait abandonné la hâte depuis des décennies. Henri avait demandé respectueusement combien de temps serait encore nécessaire pour, que quelque chose de significatif arrive spirituellement. Frère Augustin avait répondu avec un sourire qui pouvait signifier aussi bien « bientôt » que peut-être dans la prochaine vie, ce qui n'était pas exactement la clarté qu'Henri recherchait, surtout considérant qu'il avait observé d'autres moines, certains avec moins d'études que lui, rapportant des expériences qui semblaient substantielles. C'est alors qu'Henri a eu son épiphanie organisationnelle. Si l'illumination était une question de dévouement total, concentration absolue et suppression complète des distractions, alors le problème n'était pas la méthode, c'était l'intensité. Les gens faisaient bien, seulement trop lentement. Il a calculé, si quelqu'un pouvait consacrer 100% du temps, 100% de l'énergie dans des conditions parfaitement contrôlées, sans interruption, sans responsabilité mondaine, sans même la distraction de manger régulièrement, 30 jours seraient plus que suffisants. L'abbaye de Saint-Wandrille était parfaite pour cela. Elle avait une grotte naturelle dans les bois, isolée, silencieuse, avec une source d'eau claire. C'était comme si l'endroit avait été conçu pour des retraites intensives. Henri avait testé le lieu quelques fois, y passant quelques jours, et la concentration était remarquablement meilleure. Son plan était élégamment simple. 30 jours de jeûne presque total, seulement de l'eau, et peut-être quelques fruits quand absolument nécessaire. Méditation continue, alternant entre samatha, qui est la méditation de concentration, comme entraîner l'esprit à se concentrer sur une seule chose, et vipassana, qui est la méditation de compréhension, essentiellement. Regardez de très près comment votre esprit fonctionne jusqu'à comprendre que rien n'est comme il semble. 16 heures par jour de pratique formelle, 6 heures de repos, 2 heures pour les besoins de base. C'était comme une retraite traditionnelle, mais optimisée, concentrée, sans perte de temps en activité qui ne contribuait pas directement à l'objectif. Henri avait même préparé un chronogramme détaillé. Première semaine, focalisée sur la concentration. Deuxième, sur la incompréhension. Troisième, sur l'équanimité. Quatrième, pour la consolidation de l'expérience. C'était méthodologiquement solide, basé sur des techniques prouvées, dans un environnement idéal, avec un praticien expérimenté. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Frère Augustin a écouté le plan, avec cette même expression sereine qu'il utilisait pour tout, depuis les discussions sur les textes sacrés jusqu'au rapport de serpent dans le réfectoire. Quand Henri a terminé d'expliquer sa stratégie, le maître a simplement dit que si c'était ce que son cœur indiquait, il avait la bénédiction de l'abbaye. Ce qu'Henri a interprété comme une approbation enthousiaste, quand c'était probablement plus proche de « voyons où cela mène ». Décembre est arrivé à Saint-Wandrille avec cette chaleur sèche qui fait que toute personne sensée cherche l'ombre. Mais Henri était trop occupé à finaliser les détails de sa révolution spirituelle pour se préoccuper du confort thermique. Il avait passé les 2 dernières semaines en préparatifs qui, disons qu'ils étaient plus détaillés que les plans d'invasion de certaines armées. La première étape avait été de cartographier exactement la grotte qui se trouvait à environ 20 minutes de marche de l'abbaye principale, cachée derrière une formation rocheuse qui semblait avoir été sculptée spécifiquement pour les retraites spirituelles intensives. La grotte faisait environ 3 mètres de largeur sur 4 de profondeur, hauteur suffisante pour se tenir debout, et une ouverture qui permettait la ventilation sans exposition directe au soleil. Henri avait testé l'acoustique, excellente pour les mantras, la température, stable toute la journée, et l'intimité, absolue. La source d'eau n'était qu'à quelques mètres. C'était comme si l'univers avait conspiré pour créer l'environnement parfait pour son expérience. Ce qu'il a interprété comme un signe divin, quand c'était probablement juste de la
Géographie pratique. Le chronogramme était imprimé sur des feuilles de parchemin parce qu'Henri croyait en une documentation appropriée, même pour révolutionner des traditions millénaires. 4 semaines divisées en phases stratégiques, comme un cours intensif d'illumination, seulement sans professeur, sans certificat, et avec un risque réel de, plusieurs choses qu'il préférait ne pas considérer en détail. La première semaine serait consacrée à la concentration absolue, samatha intensif, concentrer l'esprit sur une seule chose, jusqu'à ce que toute distraction soit physiquement impossible. Henri avait choisi la respiration comme objet de concentration, qui était traditionnel, sûr et toujours disponible, théoriquement. La deuxième semaine serait vipassana profond, observation microscopique de chaque sensation, chaque pensée, chaque moment de conscience, jusqu'à pénétrer la nature fondamentale de la réalité. C'était comme faire de la rétro-ingénierie de son propre esprit, seulement sans manuel d'instruction. La troisième semaine serait l'intégration, combinant concentration avec perception pour atteindre des états que les textes décrivaient avec des mots comme béatitude, libération et autres expressions qui semblaient prometteuses, mais étaient irritamment vagues sur les détails pratiques. La quatrième semaine serait la consolidation, essentiellement garantir que tout éveil atteint ne soit pas juste une hallucination temporaire, induite par un jeûne prolongé. Henri était méthodiquement prudent à ce sujet, parce qu'il avait lu suffisamment de rapports de gens qui confondaient faim extrême avec expérience mystique. Le jeûne serait presque total, eau toujours, quelques fruits quand absolument nécessaire, peut-être un peu de pain si la situation devenait techniquement insoutenable. Henri avait calculé qu'un adulte en bonne santé pourrait fonctionner dans ces conditions pendant 1 mois, surtout si la plupart de l'énergie était dirigée vers des activités mentales au lieu de physiques. Il avait même consulté frère Colomban, le moine le plus âgé de l'abbaye, un homme de 74 ans qui avait passé 5 décennies à étudier les textes sur la nutrition spirituelle. Colomban avait écouté le plan avec cette expression que les médecins utilisent quand les patients expliquent des symptômes clairement impossibles, mais a répondu qu'il n'y avait rien dans les sutras qui interdisait les jeûnes prolongés à des fins méditatives, ce qu'Henri a interprété comme une approbation médicale qualifiée. Le programme quotidien était ambitieux. Réveil à 4 heures du matin, 1 heure de marche méditative autour de la grotte, 15 heures de méditation assise avec des intervalles de 5 minutes toutes les 2 heures, 1 heure pour les besoins de base, 6 heures de sommeil. C'était comme un emploi à temps plein. Seulement le salaire était l'illumination spirituelle et les avantages incluaient, théoriquement, la libération de la souffrance universelle. Henri avait testé des versions réduites du programme, 8 heures, 10 heures, 12 heures de méditation continue, et les résultats étaient encourageants. La concentration s'améliorait dramatiquement, les compréhensions surgissaient fréquemment, des états mentaux qu'il n'avait jamais expérimentés devenaient accessibles. Clairement, c'était une question d'élargir le processus. Le dernier détail avait été de convaincre frère Augustin, le chef de l'abbaye, de permettre 1 mois complet d'isolement. Augustin avait posé quelques questions pratiques, comme « Qui vérifierait si tu es encore vivant ?» et « Quel est le plan si quelque chose tourne mal ?» mais avait finalement accepté que, si Henri était déterminé à faire cela, mieux valait le faire avec une supervision minimale, plutôt que, s'enfuir pour le faire seul dans un endroit dangereux. Henri avait interprété cela comme une confiance totale en son jugement. La nuit précédant le début de la retraite, Henri a médité dans sa chambre avec un sentiment d'anticipation qui était partie excitation spirituelle, partie nervosité d'examen. Demain commencerait l'expérience qui, si elle marchait, révolutionnerait sa vie. Si elle échouait, au moins ce serait une expérience éducative intéressante. Il s'est endormi à 21 heures, programmé pour se réveiller à 4 heures. Prêt à initier le premier chronogramme d'illumination express de l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un plan si bien documenté?
Le premier jour de la retraite d'Henri a commencé à 4 heures du matin avec l'enthousiasme de quelqu'un qui vient de découvrir la solution à tous les problèmes de l'humanité. Ce qui a duré approximativement jusqu'à 6 heures du matin, quand la réalité de la situation a commencé à se présenter de façon, disons, inattendue. La grotte, qui avait semblé parfaite durant les tests, a soudain révélé des caractéristiques qu'Henri n'avait pas considérées adéquatement. Primo l'écho, chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée murmurée revenait amplifiée, comme si la montagne elle-même commentait ses méthodes méditatives. Ce qui était une distraction. Deuxième jour, Henri a découvert que jeûner n'était pas simplement manger moins. C'était découvrir que votre estomac a sa propre personnalité et des opinions très claires sur vos plans spirituels. Vers midi, les contractions de la faim ont commencé à sonner comme des protestations organisées, ce qui n'était pas exactement dans le programme. Troisième jour, les hallucinations ont commencé, ou comme Henri préférait les appeler, expériences mystiques préliminaires. Des ombres bougeaient sur les murs de la grotte, des voix chuchotaient des conseils contradictoires. Et à un moment particulièrement confus, il a eu une conversation de 20 minutes avec ce qu'il a plus tard réalisé être une formation rocheuse. Exactement comme vous avez conspiré contre votre propre horaire de sommeil pour découvrir si ce plan fonctionnerait. Le programme méticuleusement planifié a commencé à s'adapter aux circonstances. 16 heures de méditation sont devenues autant d'heures que possible avant de s'évanouir. 6 heures de sommeil sont devenues siestes irrégulières entre épisodes de vertige. Et les 2 heures pour les besoins de base se sont étendues pour inclure temps pour questionner les choix de vie. Quatrième jour, Henri a réalisé qu'il avait drastiquement sous-estimé l'impact psychologique de l'isolement complet. Les conversations imaginaires avec frère Augustin sont devenues des débats élaborés sur la méthodologie bouddhiste. Il a même gagné 3 arguments et en a perdu 2, ce qui était statistiquement encourageant mais cliniquement préoccupant. L'eau de la source, qu'il avait testée et approuvée, avait maintenant le goût de, comme si elle savait qu'elle était consommée par quelqu'un qui refusait délibérément la nourriture. C'était comme si même l'eau jugeait ses décisions, ce qui n'était pas dans les textes sur les retraites spirituelles. 5e jour, les visions se sont intensifiées. Henri a vu Bouddha, qui lui a expliqué patiemment que l'illumination ne fonctionnait pas comme une livraison express. Il a vu ses parents d'enfance qui ont demandé pourquoi il n'était pas devenu charpentier comme prévu, et il a vu un loup qui a offert des conseils pratiques sur la chasse, ce qui était confus considérant que les loups n'étaient pas natifs de la région. Ce qui a parfaitement fonctionné, tant que vous redéfinissez parfaitement comme encore techniquement conscient. 6e jour, Henri a commencé à soupçonner que peut-être, juste peut-être, ces mathématiques spirituelles avaient quelques défauts. Le corps humain, apparemment, ne fonctionne pas comme un appareil qui peut être optimisé indéfiniment à travers la force de volonté et des programmes bien organisés. Qui aurait pu prévoir cela? Les méditations sont devenues des exercices de survie, la concentration s'est transformée en essayer de ne pas s'évanouir pendant la respiration, et la compréhension spirituelle a évolué vers réaliser qu'il avait très faim et possiblement délirait. C'était du progrès, d'une manière assez spécifique. 7e jour, Henri a dû admettre que certaines des expériences transcendantales pourraient être liées à l'hypoglycémie sévère. La ligne entre éveil spirituel et dysfonctionnement métabolique était pratiquement un peu floue, ce qui n'invalidait pas nécessairement l'expérience, juste la compliquait légèrement. Et avant que quelqu'un pense « cela va m'aider à me détendre », ça ne le fera pas, parce que l'histoire ne devient que plus intéressante à partir d'ici. La grotte a commencé à paraître plus petite, où Henri grandissait, où la réalité s'ajustait de manière créative. Les murs pulsaient parfois, le plafond respirait, occasionnellement, et le sol a développé la tendance déconcertante de bouger quand il ne regardait pas directement. Vers le 8e jour, Henri a réalisé une découverte importante. Le jeûne prolongé ne purifie pas seulement le corps,
il libère aussi l'esprit de conventions irritantes, comme la logique linéaire, la perception spatiale cohérente et la capacité de distinguer entre pensées internes et conversations externes. C'était exactement le type de révélation qu'il avait planifié, seulement un peu plus intense qu'anticipé. 9e jour, et Henri était officiellement dans le territoire inexploré entre expérience spirituelle profonde et urgence médicale légère. C'est à ce moment, quelque part entre la faim hallucinogène et la déshydratation créative, qu'il a eu sa première compréhension réelle sur la nature de l'impermanence. Ce n'était pas à travers une contemplation philosophique élaborée, c'était à travers la perception viscérale que, tout changeait constamment, incluant sa capacité à distinguer entre pierres et personnes, entre pensées et conversations, et entre « je médite profondément » et « j'ai urgemment besoin de glucides ». L'impermanence, un des concepts centraux du bouddhisme qui enseigne que rien ne reste pareil, que tout est en flux constant, que résister au changement cause souffrance, faisait soudain sens d'une manière que 17 ans d'études théoriques n'avaient pas réussi à transmettre. Parce qu'Henri vivait le changement en temps réel, dans son corps, dans son esprit, dans sa perception de la réalité. Ce qui était techniquement une victoire éducationnelle, accomplie à travers des méthodes qui violaient probablement plusieurs directives de base de santé. 10e jour, Henri a découvert quelque chose de fascinant sur l'anxiété de résultat. Quand vous êtes trop faible pour vous préoccuper des horaires, la pression pour le progrès disparaît simplement. C'était comme si l'urgence pour l'illumination avait été remplacée par l'urgence de continuer à fonctionner comme organisme vivant. Cela révélait une contradiction intéressante dans son approche originale. Il avait essayé d'accélérer l'éveil à travers une intensité extrême. Mais l'éveil, apparemment, requérait le type de relaxation qui est impossible quand vous surveillez constamment votre progrès spirituel. C'était comme essayer de s'endormir en vérifiant l'horloge toutes les 5 minutes. 11e jour, la faim s'est transformée en quelque chose de presque transcendantal. Ce n'était plus une distraction, c'était un professeur enseignant sur le désir, sur l'attachement, sur la différence entre besoins réels et habitudes mentales. Henri expérimentait directement les enseignements sur Tanha, soif ou désir, que les textes décrivaient comme racines de la souffrance. Parce qu'apparemment, dans toute tradition spirituelle, la meilleure façon de comprendre des concepts abstraits est de les vivre d'une manière qui défie activement votre survie. 12e jour, Henri a réalisé qu'il avait passé 2 semaines à essayer de contrôler son expérience spirituelle, planifiant, chronométrant, optimisant, quand ce qui se passait réellement était la reddition. Pas par choix, mais par nécessité, parce qu'il n'avait simplement plus l'énergie pour résister à ce qui arrivait. Et dans cette reddition involontaire, quelque chose a changé. La méditation a cessé d'être quelque chose qu'il faisait et est devenue quelque chose qui arrivait. La respiration a cessé d'être un objet de concentration et est devenue juste respiration. La conscience a cessé d'être quelque chose à surveiller et est devenue simplement ce qui était présent. C'était exactement comme les maîtres le décrivaient, seulement ils avaient oublié de mentionner que le chemin pour y arriver pourrait impliquer des hallucinations liées à la faim. 13e jour. Henri a eu une révélation sur la patience, pas la patience. Une théorique qu'il avait étudiée dans les textes, mais la patience pratique, la patience de quelqu'un qui a finalement compris que forcer l'illumination est comme essayer de forcer le sommeil. Plus vous essayez, plus c'est distant. Les textes parlaient de Khanti, patience ou tolérance, comme une des vertus fondamentales. Mais Henri avait interprété cela comme « soyez patient en appliquant des méthodes efficaces », quand en réalité, cela signifiait arrêter d'essayer d'être efficace avec des processus qui sont intrinsèquement non linéaires. 14e jour, 2 semaines complètes, et Henri a réalisé qu'il avait appris plus sur le dharma dans un état de presque mourir de faim qu'en année d'études formelles. Pas parce que le jeûne était nécessaire, mais parce que le jeûne avait supprimé sa capacité à trop réfléchir à l'expérience. Il ne pouvait plus analyser ce qui se passait, seulement être présent avec.
Qui est l'approche classique, ancestrale, pour les problèmes simples? Solutions qui vous font presque mourir de faim. Et c'est alors, exactement au milieu de son expérience de 30 jours, qu'Henri a compris l'ironie fondamentale de toute son entreprise. Il avait créé le programme le plus élaboré de l'histoire pour découvrir quelque chose qui ne pouvait être découvert qu'en arrêtant de suivre des programmes. C'était comme utiliser une carte détaillée pour trouver quelque chose qui n'existe que quand vous arrêtez de chercher. 15e jour, et Henri était officiellement dans ce que les textes bouddhistes ne décrivent pas comme territoire entre éveil et désastre nutritionnel. C'est à ce moment, quand il pouvait à peine distinguer entre méditation profonde et simplement ne pas avoir l'énergie pour bouger, que quelque chose d'inattendu s'est produit. L'urgence a complètement disparu. Pas parce qu'il avait atteint quelque état sublime, mais parce qu'il n'avait littéralement pas la force de se préoccuper des horaires. C'était comme si son corps avait fait une grève syndicale contre son ambition spirituelle, et dans cette grève, son esprit s'est finalement détendu. Pour la première fois en 17 ans de pratique, Henri n'essayait pas, ne mesurait pas, ne comparait pas son progrès avec des textes anciens. Il était simplement présent avec ce qui se passait, incluant la faim, la soif et le soupçon grandissant qu'il avait peut-être légèrement exagéré dans les méthodes. Et c'est exactement à ce moment, quand il a arrêté de chercher l'illumination, que quelque chose ressemblant à la sagesse est apparu. Pas avec des feux d'artifice cosmiques, pas avec des visions de Bouddha applaudissant, mais avec une compréhension tranquille et presque embarrassante que, peut-être la hâte était exactement le problème. Parce qu'apparemment, dans toute tradition spirituelle, la chose que vous voulez le plus est exactement la chose que vous ne pouvez pas forcer. C'est comme essayer d'attraper votre propre reflet dans l'eau. Plus vous bougez, plus c'est déformé. 16e jour, Henri a pris une décision qui, supposément, pourrait être considérée comme sagesse ou reddition, selon comment vous interprétez manger quelques fruits avant de s'évanouir de manière permanente. Il a rompu le jeûne, pas par faiblesse, mais par une compréhension pratique que les cadavres n'atteignent pas l'illumination. La première pomme en 2 semaines avait le goût de, comme si toute la création avait conspiré pour créer cette expérience spécifique de douceur. Il était difficile de dire si c'était une perception amplifiée ou juste une faim extrême, mais franchement, la différence semblait insignifiante. Et avant que quelqu'un pense « cela va m'enseigner sur la patience », ça ne le fera pas parce que la vraie leçon est plus compliquée que cela. Henri avait découvert que l'optimisation et l'éveil sont fondamentalement incompatibles. Vous ne pouvez pas pirater la sagesse. Vous pouvez seulement créer des conditions pour qu'elle apparaisse quand elle veut. 17e jour. Avec un peu de nourriture dans le système, Henri a commencé à évaluer ce qu'il avait vraiment appris. Et la liste était surprenamment pratique. Primo, le jeûne prolongé n'accélère pas l'illumination, juste les hallucinations. Secundo, les horaires spirituels sont comme essayer de programmer quand vous allez tomber amoureux. Théoriquement possible, pratiquement ridicule. Tertio, et peut-être le plus important, les textes qui parlèrent de patience n'étaient pas poétiques, ils étaient littéraux. La pratique spirituelle est, une pratique, pas un projet, avec date de conclusion. C'était comme apprendre à jouer du piano. Vous ne marquez pas sur le calendrier le jour où vous deviendrez Mozart. 20e jour. Henri a décidé que 3 semaines suffisaient pour prouver que 3 semaines ne suffisaient pour rien. Il avait transformé une retraite spirituelle en expérience de résistance et découvert que la résistance, bien qu'impressionnante, n'est pas l'illumination, ce qui a parfaitement fonctionné tant que vous redéfinissez parfaitement comme a appris quelques leçons importantes sans mourir dans le processus. Quand il est finalement sorti de la grotte, Henri ressemblait à quelqu'un qui avait passé 3 semaines à questionner ses choix de vie, ce qui, apparemment, était exact. Frère Augustin l'a reçu avec ce même sourire serein, qu'Henri interprétait maintenant correctement comme « je m'attendais déjà à ce que ça finisse comme ça ». Alors, comment était l'éveil en 30 jours demanda le chef de l'abbaye avec le ton de quelqu'un qui connaissait déjà là.
Marguerite de Montpellier venait de fêter ses 25 ans, en l'an 1156, sous le règne de Louis VII, et était fondamentalement la personne la plus privilégiée du royaume de France après le roi lui-même. Ce qui, comme vous allez le découvrir, ne l'empêcha pas de prendre l'une des décisions les plus radicales de l'histoire de la quête spirituelle. Le château de Fontainebleau, où Marguerite avait grandi, était essentiellement ce qui arrive quand on prend tous les luxes imaginables du monde et qu'on décide que ce n'est toujours pas suffisant. Des jardins si élaborés qu'ils avaient des jardiniers travaillant à plein temps juste pour s'assurer que chaque rose était dans l'angle parfait, des bibliothèques avec des manuscrits copiés à la main par des scribes qui consacraient des années entières à une seule œuvre, et des appartements décorés avec des tapisseries qui venaient d'endroits si lointains que les marchands mettaient des mois juste pour arriver. Marguerite se réveillait chaque jour dans des chambres plus grandes que des maisons entières, mangeait dans des plats d'argent, portait des robes qui coûtaient plus que des villages entiers et avait une équipe de servantes dont la seule fonction était de rendre sa vie encore plus facile qu'elle ne l'était déjà. Quelqu'un pour brosser ses cheveux, quelqu'un pour choisir ses vêtements, quelqu'un pour goûter sa nourriture, quelqu'un pour porter ses livres et, c'est historiquement documenté, quelqu'un dont la seule responsabilité était de tenir un éventail pour s'assurer qu'elle ait toujours la brise idéale. Son père, Henri de Montpellier, était conseiller direct du roi Louis VII, ce qui signifiait que Marguerite avait accès à littéralement tout ce qui existait dans le monde connu. Des maîtres qui voyageaient des continents entiers juste pour donner une leçon, des bijoux qui étaient considérés comme des trésors nationaux, des livres qui étaient uniques au monde, et une influence politique qui pouvait déplacer des armées. Sa routine quotidienne consistait à se réveiller quand elle en avait envie, choisir entre 17 types différents de tisanes, décider lequel des 4 jardins privés elle voulait visiter, sélectionner laquelle des centaines de robes elle voulait porter, et occasionnellement recevoir des visites d'ambassadeurs étrangers qui venaient rendre hommage à la famille royale. C'était, objectivement parlant, la vie la plus parfaite qu'un être humain puisse avoir au XIIe siècle. Ce qui rend encore plus intriguant le fait que Marguerite était absolument, complètement, profondément malheureuse. Pas le genre de tristesse que vous ressentez quand quelque chose de spécifique ne va pas, mais cette sensation existentielle dévastatrice que même en ayant tout, vous n'avez rien qui compte vraiment. C'était comme si toute cette perfection était une prison dorée très élaborée, où chaque confort était un barreau invisible. Elle commença à remarquer des choses qui étaient auparavant complètement normales, comme le fait qu'elle ne prenait jamais de vraies décisions, ne résolvait jamais un vrai problème, ne faisait jamais face à un défi qui n'était pas parchemin bleu ouvert. Toute sa vie était une version très sophistiquée d'exister passivement pendant que d'autres personnes faisaient tout. Ce fut pendant l'une de ces matinées d'ennui existentiel premium que Marguerite décida de faire quelque chose qui, pour une noble de la cour française, était considéré comme légèrement révolutionnaire. Lire un livre seul, sans supervision, sans quelqu'un pour tourner les pages, sans servante, expliquant chaque paragraphe. Le livre, qui était récemment arrivé d'une région montagneuse, appelée les Vosges, était une collection de textes monastiques sur le dépouillement spirituel. La première ligne qu'elle lut était « La vraie richesse réside dans la simplicité, la vraie sagesse dans le dépouillement, la vraie paix, loin de toutes les distractions matérielles. » Marguerite arrêta de lire, regarda autour de sa chambre, décorée avec des tapis qui avaient pris des années aux artisans pour les faire, des rideaux brodés avec des fils d'or qui avaient coûté des fortunes, des meubles sculptés par des maîtres qui avaient consacré des décennies à maîtriser l'art, et eut une de ces réalisations qui sont simultanément éclairantes et terrifiantes. Elle vivait exactement l'opposé de tout ce que le texte disait être nécessaire pour trouver n'importe quel type de sens réel dans l'existence. Elle continua à lire « Le sage cherche la montagne », où le silence enseigne ce qu'aucun maître ne peut enseigner, où la nécessité purifie ce qu'aucun luxe ne peut purifier, où la solitude révèle ce qu'aucune compagnie ne peut révéler.
Et c'est à ce moment, entourée de tout le luxe du royaume de France, que Marguerite commença à comprendre que peut-être, juste peut-être, elle était dans la situation parfaite pour comprendre exactement ce qui n'allait pas avec sa situation parfaite. Le texte continuait. « Quand nous possédons tout, nous ne possédons rien. Quand nous n'avons besoin de rien, nous découvrons tout. » Marguerite ferma le livre et pour la première fois en 25 ans, eut une idée qui était complètement, absolument, incontestablement la sienne. Durant les semaines suivantes, Marguerite développa un nouveau passe-temps qui, pour toute personne sensée, semblerait complètement inoffensif, mais qui, dans le contexte de la cour française, était légèrement subversif. Elle commença à poser des questions. Pas le genre de questions que les nobles posent normalement, comme « quelle robe va avec ses bijoux ?», mais des questions comme « existe-t-il quelqu'un qui a vraiment choisi de vivre sans rien ? Et où exactement se trouvent ces montagnes des Vosges ? Et la plus dangereuse de toutes, que se passe-t-il si quelqu'un, techniquement, décidait d'y aller ?» Elle commença à converser discrètement avec les moines qui visitaient le château, qui venaient rendre hommage ou apporter des textes religieux pour la bibliothèque royale. Et elle découvrit que, apparemment, il existait des personnes qui volontairement, intentionnellement, délibérément, abandonnaient des vies confortables pour vivre dans des conditions qui défiaient fondamentalement toutes les notions de bon sens. Un moine bénédictin, qui était venu livrer des manuscrits, raconta des ermites qui vivaient dans des grottes dans les montagnes, mangeant une fois par jour, dormant sur le sol, passant des années entières sans voir une autre personne et, selon lui, étaient les personnes les plus sages qu'il ait jamais rencontrées. Marguerite, qui n'avait jamais eu faim ne serait-ce qu'une heure, qui dormait dans des lits avec des matelas faits de plumes d'oie, qui étaient entourés de personnes 24 heures sur 24, trouva cette information étrangement fascinante. Un autre visiteur, un érudit franciscain des Vosges, expliqua que la quête spirituelle à travers le dépouillement était une tradition millénaire. Des personnes qui délibérément s'éloignaient de tout ce qu'elles connaissaient pour découvrir qui elles étaient, vraiment quand elles n'avaient plus rien qui les définissait. « Mais est-ce que ça marche ?» demanda Marguerite, avec la curiosité authentique de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se demander si quelque chose fonctionnait. Parce que tout avait toujours parfaitement fonctionné pour elle. « Ça marche », répondit l'érudit, « si vous êtes prête à échanger toutes les réponses faciles contre toutes les questions difficiles. » Marguerite passa toute la nuit à réfléchir à cette phrase, parce qu'elle commença à réaliser que toute sa vie avait été une séquence de réponses faciles. Faim, il y a de la nourriture préparée. Fatigué, il y a des lits moelleux qui attendent. Vous voulez quelque chose ? Quelqu'un va le chercher. Vous avez besoin de quelque chose ? C'est déjà prévu. Elle n'avait jamais eu une question difficile, n'avait jamais fait face à une situation où il n'y avait pas de solution immédiate et confortable, n'avait jamais découvert de quoi elle était vraiment. Capable parce qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être capable de quoi que ce soit. C'est alors que Marguerite commença à faire quelque chose qui, rétrospectivement, aurait dû être un signal d'alarme pour toute personne autour d'elle. Elle commença à rechercher méthodiquement, systématiquement, obsessionnellement tout sur la vie monastique, la renonciation matérielle et spécifiquement les montagnes des Vosges. Elle découvrit qu'elle se trouvait à environ 4 semaines de voyage du château, si vous voyagiez à cheval, ce qu'elle savait faire, ayant appris l'équitation dans le cadre de l'éducation aristocratique. Elle découvrit qu'il y avait des grottes naturelles, appropriées pour, supposément, y vivre, si vous redéfinissiez « approprié » comme ne vont pas s'effondrer immédiatement. Elle découvrit que la région était connue pour avoir des ermites qui passaient des décennies en méditation solitaire, survivant de plantes sauvages, d'eau de source et, occasionnellement, de la générosité des paysans locaux qui laissaient des offrandes de nourriture. Et elle découvrit que, du moins en théorie, il était possible pour une personne de tout laisser derrière elle et simplement disparaître dans les montagnes. Ce qui amena Marguerite à la question la plus importante et la plus terrifiante de sa vie. Et si je le faisais ? Pendant des semaines, elle testa l'idée, comme si c'était une expérience mentale. Imagine te réveiller sans
Servante, imagine choisir tes propres vêtements, imagine préparer ta propre nourriture, imagine rester en silence pendant des journées entières, imagine n'avoir rien d'autre que tes propres pensées. Au début, l'idée semblait absurde, presque comique. Une noble de la cour, élevée dans le luxe absolu, vivant dans une grotte comme une ermite. C'était le genre d'idée que toute personne sensée rejetterait immédiatement. Mais Marguerite commença à réaliser qu'elle était loin d'être une personne sensée. Elle commençait à soupçonner qu'elle était une personne qui préférait les questions difficiles aux réponses faciles, une personne qui voulait découvrir qui elle était vraiment quand toutes les tapisseries, tout l'argent, toutes les servantes et tout le confort seraient enlevés. Et lentement, méthodiquement, inévitablement, ce qui avait commencé comme une curiosité philosophique se transforma en un plan. Un plan qui, techniquement, était simple. Attendre le bon moment, rassembler seulement l'essentiel, laisser une lettre expliquant sa décision et, essentiellement, échanger la vie la plus privilégiée du royaume de France contre une existence qui défiait tous les concepts connus de rationalité. Marguerite savait que c'était de la folie, mais elle commençait à soupçonner que peut-être un peu de folie était exactement ce dont sa vie parfaitement rationnelle avait besoin. La nuit que Marguerite choisit pour exécuter son plan fut une de ces nuits parfaitement normales du château où absolument rien n'indiquait que dans quelques heures, la personne la plus privilégiée du royaume de France chevaucherait vers les montagnes avec la détermination de quelqu'un qui n'avait clairement jamais pensé aux implications pratiques de vivre dans une grotte. Elle attendit jusqu'à ce que les gardes soient dans le changement d'équipe, qui se produisait toujours à minuit, parce que même en fuyant la vie la plus sûre du monde, Marguerite maintint son instinct pour l'efficacité logistique. Elle prit seulement l'essentiel, qui dans la perspective d'une noble signifiait 3 ensembles de robes de soie, quelques bijoux, des parchemins avec des textes monastiques et, dans une démonstration impressionnante de planification pratique, un sac de pièces d'or suffisant pour acheter une petite ville. Parce que quand vous n'avez jamais eu à penser à l'argent, il est difficile de calculer exactement combien vous avez besoin pour ne pas mourir de faim dans les montagnes. La lettre qu'elle laissa à son père était un chef-d'œuvre de diplomatie filiale. Elle expliquait qu'elle avait découvert une vocation spirituelle, qu'elle avait besoin de trouver son vrai but et qu'elle reviendrait quand elle aurait terminé son voyage intérieur. Ce qui, en théorie, étaient toutes des vérités, juste légèrement dépourvues des détails sur vivre dans une grotte en mangeant des plantes sauvages. Marguerite prit son cheval favori, un destrier normand qui valait plus que des propriétés rurales entières, et commença à chevaucher vers les montagnes des Vosges, sous la lumière de la lune, se sentant comme la protagoniste d'une épopée héroïque, ce qui, considérant qu'elle fuyait de chez elle à 25 ans pour devenir ermite, n'était pas techniquement incorrect. Les premières heures de voyage furent étonnamment agréables. Marguerite chevauchait sur des routes bien entretenues, s'arrêtait dans des auberges confortables, mangeait des repas préparés par des cuisiniers compétents et pensait « Cette quête spirituelle est plus facile que je l'imaginais ». C'est quand elle arriva à la région montagneuse, 4 semaines plus tard, que la réalité commença à faire des suggestions éducatives sur certaines divergences entre théorie et pratique. Premièrement, les routes pavées s'arrêtèrent simplement, remplacées par des sentiers qui semblaient avoir été conçus par des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de concepts de base d'ingénierie. Marguerite, qui avait appris l'équitation dans des champs parfaitement plats, découvrit que chevaucher en terrain montagneux nécessitait des compétences légèrement différentes. Deuxièmement, les auberges confortables s'arrêtèrent aussi, remplacées par des villages où les logements consistaient en, essentiellement, dormir sur le sol de cabanes qui faisait paraître le concept de rustique, luxueux. Marguerite, qui n'avait jamais dormi sur quelque chose de moins moelleux que des plumes d'oie, découvrit que le sol a une façon très spécifique de vous rappeler qu'il existe. Troisièmement, et plus préoccupant, elle commença à réaliser qu'elle n'avait pas exactement un plan spécifique pour trouver une grotte appropriée. Sa recherche au château avait été, disons, théoriquement robuste, mais pratiquement légèrement incomplète.
C'est alors que Marguerite eut sa première expérience réelle avec l'incertitude. Quelque chose qui ne s'était jamais produit en 25 ans de vie, où toutes les décisions étaient prises par d'autres personnes, tous les problèmes étaient résolus par des servantes, et tous les besoins étaient anticipés par une équipe dédiée. Elle s'arrêta au milieu d'un sentier de montagne, regarda autour des montagnes des Vosges, qui étaient incontestablement beaucoup plus montagneuses qu'elles ne paraissaient sur les cartes, et eut son premier moment de « Attendez, qu'est-ce que je fais exactement ?» C'est alors qu'elle rencontra Pierre le bûcheron, un paysan local qui revenait de la collecte d'herbes médicinales et qui regarda Marguerite, clairement une aristocrate perdue dans les montagnes, avec le type d'expression qui suggère « ça va être intéressant ». « Je cherche une grotte », dit Marguerite avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais douté que ses besoins seraient satisfaits. Pour la méditation spirituelle. Pierre, qui avait vu beaucoup de types différents de personnes perdues dans les montagnes, mais jamais une noble cherchant un logement dans des grottes, eut la courtoisie de ne pas rire immédiatement. « Grotte pour méditation », répéta-t-il, comme s'il confirmait qu'il avait bien compris. « Madame a déjà vécu dans une grotte auparavant ?»« Non », admit Marguerite, « mais j'ai beaucoup lu sur le sujet. » Pierre fit une pause, qui dura assez longtemps pour suggérer qu'il recalibrait ses attentes sur la conversation. « Madame sait comment faire du feu, trouver de l'eau, identifier les plantes comestibles ?» Marguerite, qui n'avait jamais fait de feu, n'avait jamais cherché d'eau et pensait que les plantes comestibles venaient automatiquement préparées dans des plats d'argent, commença à soupçonner que peut-être son éducation aristocratique avait quelques lacunes pratiques. « Non, dit-elle, mais je peux apprendre. » Et c'est ainsi, au milieu des montagnes des Vosges, en conversant avec un paysan qui pensait clairement qu'elle avait complètement perdu la raison, que Marguerite commença à comprendre que la quête spirituelle, à travers le dépouillement, implique une quantité surprenante de compétences pratiques très spécifiques. Pierre, qui avait clairement de l'expérience avec les personnes dont les idées sur la vie en montagne venaient exclusivement des livres, décida que la situation nécessitait une intervention éducative immédiate, parce que laisser une noble découvrir seule comment ne pas mourir dans une grotte violait probablement quelques conventions de base d'hospitalité paysanne. « Madame, dit-il avec la patience de quelqu'un expliquant la physique à un enfant, comprend que les grottes sont froides, humides et fréquemment habitées par des animaux qui n'apprécient pas la compagnie humaine. » Marguerite, qui n'avait jamais considéré la possibilité que les animaux sauvages puissent avoir des opinions sur les arrangements de logement, fit une pause contemplative. « Quel genre d'animaux ? » « Ours, répondit Pierre. « Loups, parfois des serpents et, selon la saison, des chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris. » Marguerite, dont l'expérience la plus proche avec la vie sauvage avait été d'observer des poissons ornementaux dans des étangs artificiels, commença à réaliser que ces textes monastiques avaient été légèrement vagues sur certains aspects pratiques de la vie érémitique. Mais, dit-elle avec la logique impeccable de quelqu'un qui n'avait jamais eu à négocier un territoire avec des ours. Si j'explique que je suis là pour la méditation spirituelle, ils ne comprendront pas. Pierre regarda Marguerite pendant un long moment, comme s'il recalibrait ses estimations sur combien de temps elle survivrait seule. Les ours, dit-il prudemment, ne sont pas traditionnellement réceptifs aux arguments philosophiques. C'est alors que Pierre, qui avait un bon cœur et une compréhension pratique de comment les montagnes fonctionnent, prit une décision qui, rétrospectivement, sauva la vie de Marguerite. Il offrit de montrer une grotte qui répondait techniquement aux exigences pour la méditation solitaire, mais qui, crucialement, n'avait pas d'historique récent de résidents avec des griffes. La marche jusqu'à la grotte prit 3 heures par des sentiers qui faisaient paraître les routes du château comme des concepts d'ingénierie avancée. Marguerite, qui n'avait jamais marché plus de 15 minutes consécutives, découvrit que ses jambes avaient des opinions très spécifiques sur l'exercice prolongé. « Encore combien de temps ?» demanda-t-elle après la première heure, avec le souffle de quelqu'un qui venait de découvrir que la respiration pendant l'exercice nécessite des techniques légèrement différentes. «
2 heures, répondit Pierre sans même être essoufflé, ce que Marguerite trouva légèrement irritant. Quand ils arrivèrent finalement à la grotte, Marguerite regarda ce qui serait sa nouvelle maison et eut une de ces réalisations qui sont simultanément éducatives et terrifiantes. La grotte était théoriquement appropriée pour l'habitation humaine, si vous redéfinissiez approprié comme ne va pas s'effondrer immédiatement et a assez d'espace pour s'allonger. C'était essentiellement un trou dans la roche, d'environ la taille d'un des placards de sa chambre au château, sans lumière naturelle, sans ventilation, et avec un sol qui était, généreusement, décrit comme irrégulier. « C'est une parfait !» dit Marguerite avec l'enthousiasme forcé de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle aurait peut-être dû davantage rechercher les spécifications techniques de logement dans les grottes. Pierre, qui pouvait reconnaître le désespoir déguisé en optimisme, décida d'offrir une assistance pratique supplémentaire. Madame va avoir besoin de quelque chose. Couverture, nourriture, un moyen de faire du feu, peut-être un couteau pour diverses situations. Marguerite, qui n'avait jamais eu besoin de diverses situations, parce qu'elle avait toujours eu des servantes pour gérer tout type de situation, accepta, reconnaissant que Pierre savait clairement plus sur la survie que ses textes monastiques. C'est ainsi, au milieu des montagnes des Vosges, avec l'aide d'un paysan qui sauva probablement sa vie, que Marguerite commença sa transformation de noble de la cour en quelqu'un qui était sur le point de découvrir combien de choses basiques sur l'existence humaine elle n'avait jamais apprises. La première nuit dans la grotte fut éducative. Marguerite découvrit que quand vous enlevez la soie, les servantes, la nourriture préparée, les lits moelleux et le chauffage central, ce qui reste est une version très crue de vous-même, ayant à faire face à la réalité physique de base. Elle passa toute la nuit éveillée, non pas à cause d'une épiphanie spirituelle profonde, mais parce que le sol de la grotte avait une façon très spécifique de rappeler à chaque os de son corps qu'il existait. Les premiers jours de Marguerite comme ermite furent une séquence éducative de découvertes sur des aspects de l'existence humaine qui, apparemment, n'étaient pas couverts dans l'éducation aristocratique traditionnelle. Comme c'est par exemple le fait que la vraie faim est légèrement différente de l'heure du dîner n'est pas encore arrivée. Pierre avait laissé des provisions pour une semaine, avec des instructions de base sur comment ne pas mourir qui incluèrent des détails fascinants comme le feu a besoin de combustible pour continuer à brûler et l'eau de source est plus sûre que l'eau stagnante. Des informations que Marguerite reçut avec l'attention de quelqu'un qui n'avait jamais imaginé que la connaissance sur le feu et l'eau serait pertinente pour sa vie. Le 3e jour, quand les provisions commencèrent à diminuer, Marguerite eut sa première expérience réelle avec la planification des ressources, quelque chose qui n'avait jamais été nécessaire quand les ressources apparaissaient magiquement chaque fois que vous en aviez besoin. Elle regarda la nourriture restante, calcula combien de jours elle durerait et eut une révélation mathématique dévastatrice sur la relation entre la quantité finie de nourriture et le besoin infini de continuer à manger. C'est alors qu'elle décida d'essayer de trouver des plantes comestibles, une activité qui, en théorie, semblait simple, mais qui, en pratique, révéla quelques lacunes importantes dans son éducation, comme la différence entre les plantes qui nourrissent le corps et les plantes qui mettent littéralement fin à votre voyage spirituel de façon permanente. Marguerite passa toute une matinée à examiner des feuilles, des racines et des fruits sauvages avec la méthodologie scientifique de quelqu'un qui n'avait jamais eu à distinguer entre comestibles et mortellement empoisonnés. Elle expérimenta plusieurs options, avec des résultats qui variaient entre sans goût mais inoffensifs et pourquoi mon estomac fait-il ces bruits. C'est après une expérience particulièrement éducative avec des champignons d'apparence innocente que Marguerite commença à comprendre que la survie nécessite un type très spécifique de connaissances qui, curieusement, n'était pas inclus dans les textes sur la philosophie monastique. La solitude, qui dans les livres semblait une condition poétique pour la contemplation profonde, se révéla être une expérience légèrement plus intense qu'elle ne l'avait anticipée.
Marguerite découvrit que quand vous enlevez toutes les distractions, conversations, divertissements et stimuli externes, ce qui reste est une quantité surprenante de vos propres pensées qui se produisent constamment, sans supervision. Le premier jour, elle trouvait cela intéressant. Le troisième jour, elle trouvait cela révélateur. Le septième jour, elle commença à soupçonner que peut-être son esprit était légèrement plus bruyant qu'elle ne l'imaginait. Le dixième jour, elle avait des conversations à voix haute avec elle-même sur des sujets comme « Pourquoi les pierres sont-elles si inconfortables ?» et « Est-ce que les ours respectent les heures de silence ?» Mais c'est pendant la deuxième semaine, quand la faim commença à être une présence constante, quand le froid nocturne devint un compagnon intime, quand la solitude cessa d'être un choix romantique et commença à être une réalité concrète, que quelque chose d'intéressant commença à se produire. Marguerite commença à réaliser que quand vous enlevez tout ce qui vous définit extérieurement, toutes les robes, chairs, bijoux, titres, confort et personnes qui confirment votre identité, ce qui reste est une version très crue, très basique, très honnête de qui vous êtes vraiment quand vous n'avez plus rien derrière quoi vous cacher. Elle découvrit que sans servante, pour résoudre les problèmes, elle était, étonnamment, capable de résoudre des problèmes. Sans nourriture préparée, elle apprit à distinguer les plantes comestibles. Sans lit moelleux, elle s'adapta à dormir sur des surfaces qui, théoriquement, pouvaient être considérées comme des lits, si vous étiez flexible avec les définitions. Plus important, sans toutes les distractions luxueuses, elle commença à réaliser que son esprit, quand il n'était pas occupé par des choix sans importance, était capable d'une clarté qu'elle n'avait jamais expérimentée. C'était comme si toute cette perfection matérielle avait été un rideau très élaboré, cachant quelque chose de très simple, mais très réel. Pendant la troisième semaine, Marguerite eut une épiphanie qui ne vint pas à travers des visions mystiques ou des expériences surnaturelles, mais à travers la réalisation simple et dévastatrice que pour la première fois en 25 ans, elle vivait, vraiment vivait, prenant de vraies décisions, faisant face à de vraies conséquences, étant elle-même sans intermédiaire. Elle comprit que toute cette quête de dépouillement spirituel n'était pas sur le rejet du monde matériel, mais sur la découverte de qui vous êtes quand le monde matériel arrête de tout faire pour vous. C'était sur se reconnecter avec votre propre capacité d'exister, résoudre, créer et survivre. Quand Pierre revint, un mois plus tard, pour vérifier si elle était encore vivante, il trouva Marguerite visiblement plus maigre, définitivement plus sale, mais avec une expression qu'il reconnut. C'était l'expression de quelqu'un qui avait découvert qu'elle était capable de beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Marguerite regarda la grotte, qui était maintenant, véritablement, sa maison, et sourit. « J'ai découvert, dit-elle, que quand vous avez tout, vous n'avez aucune idée de qui vous êtes, et quand vous n'avez rien, vous découvrez que vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Et c'est ainsi, dans les montagnes des Vosges, qu'une noble de la cour. C'était pendant l'automne, quand Baptiste attendait anxieusement le retour du printemps et des bourgeons de lilas, qu'il eut le temps de réfléchir aux résultats de son expérience scientifique avec l'obsession. Et il commença à réaliser qu'il y avait peut-être quelques variables non contrôlées dans sa méthode. Premièrement, les bourgeons de lilas, apparemment, ne sont pas des objets uniformes. Chacun a une densité légèrement différente, une humidité variable, une structure cellulaire unique et, crucialement, une tendance perturbatrice à se comporter selon les lois de la physique plutôt que selon les protocoles de perfection chevaleresque. Deuxièmement, le vent, que Baptiste n'avait jamais considéré comme un facteur pertinent, s'avéra être un participant actif dans l'expérience. Même la moindre brise était capable d'altérer la trajectoire du bourgeon au moment exact de la coupe, créant des discordances qui n'étaient pas de la faute de sa technique, mais qui ruinaient définitivement la symétrie. Troisièmement, et le plus frustrant, Baptiste commença à soupçonner que sa propre respiration, ses battements de cœur et les mouvements microscopiques de ses muscles introduisaient des variations infinitésimales qui rendirent la précision absolue mathématiquement impossible.
ce qui mena Baptiste à la conclusion logique qu'il devait évidemment éliminer toutes ces variables. Il construisit une chambre spéciale dans son jardin avec des murs qui bloquaient le vent, un système d'humidification qui maintenait l'air parfaitement stable et un éclairage contrôlé qui éliminait les ombres variables. C'était essentiellement un laboratoire scientifique dédié exclusivement à couper des bourgeons avec une précision obsessionnelle. Baptiste développa également des techniques de respiration encore plus raffinées, des méthodes pour ralentir son rythme cardiaque et des exercices de méditation qui, théoriquement, élimineraient tout mouvement musculaire involontaire. Il essayait essentiellement de se transformer en machine de précision humaine. Quand le printemps suivant arriva, Baptiste était préparé pour la perfection absolue. Il avait contrôlé l'environnement, perfectionné sa technique et développé un protocole scientifique rigoureux pour documenter chaque tentative. Les résultats de la deuxième saison furent légèrement décourageants. Sa précision moyenne s'améliora pour 0,71 mm de discordance, ce qui représentait une amélioration de 0,02 mm après une année entière de préparation obsessionnelle. À la vitesse de progrès actuelle, Baptiste calcula qu'il atteindrait la perfection absolue dans environ 243 ans. C'est alors qu'il commença à soupçonner qu'il y avait peut-être un problème fondamental avec son approche. Mais au lieu de questionner les objectifs, Baptiste décida qu'il avait évidemment besoin de méthodes encore plus raffinées. Il commença à étudier les mathématiques avancées, la physique des objets en mouvement et, dans une démonstration impressionnante de dédication académique, l'aérodynamique des bourgeons. Il développa des formules pour calculer l'angle parfait, la vitesse idéale et le timing précis basé sur le poids du bourgeon, la densité de l'air et la phase de la Lune, parce qu'apparemment, la force gravitationnelle lunaire pourrait affecter les résultats microscopiques. Baptiste commença aussi à fabriquer ses propres instruments de mesure encore plus précis, parce qu'il suspectait que les instruments commerciaux n'avaient pas assez de résolution pour mesurer des discordances inférieures à 0,1 mm. C'était, objectivement, le projet de recherche le plus élaboré jamais dédié à couper des bourgeons. Pendant le troisième printemps, armé de connaissances scientifiques avancées, d'instruments de précision personnalisés et d'une théorie mathématique robuste, Baptiste était finalement prêt pour des résultats définitifs. Sa première tentative de la saison résulta en une discordance de 0,74 mm, ce qui était légèrement pire que sa moyenne de l'année précédente. Baptiste examina les données, révisa ses calculs, vérifia ses instruments et arriva à la conclusion scientifique qu'il y avait clairement encore des variables non identifiées affectant les résultats. C'est alors qu'il décida qu'il avait évidemment besoin d'un isolement encore plus complet, d'une technique encore plus raffinée et d'un contrôle encore plus absolu sur toutes les variables possibles. Parce que, dans la logique implacable du perfectionnisme, quand votre méthode ne fonctionne pas, la solution est toujours plus de méthodes, jamais moins de méthodes. Baptiste passa le reste du printemps à couper des bourgeons avec une intensité scientifique croissante, documentant chaque variable, mesurant chaque résultat et développant des théories de plus en plus élaborées sur pourquoi la perfection continuait à être légèrement hors de portée. Et lentement, imperceptiblement, inévitablement, il commença à réaliser qu'il perdait peut-être quelque chose d'important sur la nature de la perfection elle-même. Mais cette réalisation prendrait encore quelques saisons pour se manifester complètement. C'était pendant le quatrième printemps, quand Baptiste se préparait pour une analyse encore plus rigoureuse des variables non identifiées, que quelque chose de complètement inattendu se produisit. Un enfant de 8 ans, fils d'un des jardiniers du château, entra en courant dans son laboratoire de précision obsessionnelle. Le garçon, qui s'appelait Lucien, regarda tout l'appareil scientifique, les instruments de mesure personnalisés, les formules mathématiques griffonnées sur les murs et les piles de documentation sur l'aérodynamique des bourgeons, et demanda, avec la curiosité dévastatrice que seuls les enfants parviennent à avoir: « Qu'est-ce que vous faites ?»
Baptiste, qui n'avait jamais essayé d'expliquer son projet à quelqu'un qui ne soit pas un spécialiste du perfectionnisme chevaleresque, s'arrêta, respira profondément et dit « J'essaie de couper des bourgeons parfaitement en deux ». Lucien prit un bourgeon qui était tombé par terre, l'examina pendant environ 3 secondes et, sans utiliser aucun des instruments de précision que Baptiste avait développés au cours des années, déchira simplement le bourgeon avec ses doigts. « Comme ça ?» demanda-t-il, tenant 2 moitiés qui étaient visiblement complètement irrégulières. Baptiste regarda les 2 moitiés, mesura mentalement la discordance, qui était d'environ 5 mm, et était sur le point d'expliquer pourquoi cela n'était même pas proche de ce qu'il considérait comme la perfection, quand Lucien fit quelque chose qui changea complètement sa perspective sur les 4 dernières années de sa vie. Il joignit les 2 moitiés irrégulières, les tint contre la lumière, sourit et dit « Joli, c'est encore un bourgeon ». Et c'est à ce moment, entouré par des années de recherche scientifique dédiées à atteindre la symétrie mathématique, que Baptiste eut une réalisation qui était simultanément dévastatrice et libératrice. L'enfant venait de faire, en 3 secondes, exactement ce qu'il essayait de faire depuis 4 ans. Il avait interagi avec un bourgeon de manière significative. La différence était qu'il n'était pas obsédé par le contrôle absolu du résultat. Baptiste passa le reste de cette journée à observer Lucien jouer dans le jardin et commença à percevoir des choses que 4 années d'analyse scientifique n'avaient jamais révélées. Comment il ramassait les bourgeons qui tombaient naturellement, les soufflait dans le vent, les utilisait pour faire des dessins sur le sol et à aucun moment ne semblait préoccupé par la symétrie, la précision ou les résultats mesurables. Il interagissait simplement avec les bourgeons tels qu'ils étaient, imparfaits, asymétriques, imprévisibles, et il semblait genuinement heureux. C'est alors que Baptiste commença à soupçonner qu'il y avait peut-être une différence fondamentale entre la perfection comme contrôle et la perfection comme harmonie. Cette nuit-là, pour la première fois en 4 ans, Baptiste ne documenta, ne mesura ni n'analysa rien. Au lieu de cela, il s'assit simplement dans le jardin, observa les lilas en fleurs et permit aux bourgeons de tomber naturellement autour de lui. Et il réalisa quelque chose que toute sa recherche scientifique sur la précision avait complètement manqué. Les bourgeons, dans leur état naturel, tombant aléatoirement, se déplaçant avec le vent, atterrissant où la physique le déterminait, étaient inexplicablement beaux, non parce qu'ils étaient symétriques, mais parce qu'ils étaient authentiques. Le matin suivant, Baptiste prit son épée, se positionna devant un lilas en fleurs et pour la première fois en 4 ans, ne pensa pas aux angles, à la vitesse, au timing ou aux résultats mesurables. Il respira simplement, sentit le moment et exécuta une coupe qui coula naturellement. Le bourgeon se divisa en 2 parties qui étaient visiblement différentes. Une moitié était environ 2 mm plus grande que l'autre. Baptiste regarda le résultat qui, 4 ans auparavant, aurait été considéré comme un échec statistique et, pour la première fois depuis qu'il avait commencé l'expérience, sourit, parce qu'il comprit finalement qu'il avait confondu 2 choses complètement différentes. La perfection technique, qui concernait le contrôle absolu des variables externes, et la vraie perfection, qui concernait l'harmonie avec la nature des choses, y compris sa propre nature imparfaite. Baptiste rangea ses instruments de mesure, éteignit ses chambres de contrôle environnemental et archiva ses formules mathématiques. Non parce qu'il avait renoncé à chercher l'excellence, mais parce qu'il avait découvert que l'excellence réelle vient d'accepter que certaines choses sont belles exactement parce qu'elles ne peuvent pas être contrôlées. Il continua à s'entraîner, continua à couper des bourgeons, continua à chercher la précision, mais maintenant avec une compréhension complètement différente de ce que signifiait être un chevalier. C'était à propos de discipline, oui, mais une discipline en harmonie avec la nature, pas en guerre contre elle. Pendant les mois suivants, Baptiste découvrit que quand il arrêta d'essayer de forcer la perfection absolue, sa technique, paradoxalement, s'améliora de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Ses mouvements devinrent plus fluides, sa respiration plus naturelle, son esprit plus clair. Non parce qu'il avait éliminé toutes les variables,
mais parce qu'il avait appris à danser avec elle. 1 an plus tard, quand Lucien retourna au jardin, il trouva Baptiste, s'entraînant mais d'une manière complètement différente. Il coupait des bourgeons, observait les résultats et, indépendamment de la symétrie, semblait genuinement satisfait. « Vous essayez encore de faire des bourgeons parfaits ?» demanda-t-il. Baptiste rit, prit un bourgeon qu'il venait de couper, avec ses 2 moitiés visiblement différentes, et dit « J'ai découvert qu'ils étaient déjà parfaits. C'est moi qui essayais d'améliorer quelque chose qui n'avait pas besoin d'être amélioré. » Et c'est ainsi, dans le jardin de Lilas de Normandie, qu'un chevalier apprit que la quête de la perfection est valable, mais seulement quand vous comprenez que la vraie perfection n'est pas d'éliminer toute imperfection, mais d'accepter que l'imperfection fait partie de la beauté naturelle des choses, y compris de la beauté naturelle d'être humain. Et pendant que Baptiste découvrait finalement que la vraie perfection réside dans l'acceptation de l'imperfection naturelle, de l'autre côté des montagnes, en Italie, un ermite était sur le point d'apprendre que quand vous décidez de construire un monastère pour une seule personne, peut-être, juste peut-être, vous n'avez pas complètement compris le concept d'humilité. Parce qu'apparemment, dans toutes les traditions spirituelles occidentales, il y a toujours quelqu'un qui lit sur la modestie et la simplicité et pense « Parfait, je vais démontrer mon humilité » en construisant le plus grand projet architectural que cette montagne ait jamais vu. Marco Benedetti, en l'an 1401, pendant la Renaissance italienne, venait de terminer 42 ans de vie comme marchand et était arrivé à la conclusion que le succès matériel n'apportait pas de satisfaction spirituelle. Ce qui, considérant qu'il était sur le point de dépenser toute sa fortune dans une construction mégalomaniaque, révèle une compréhension légèrement ironique de la renonciation matérielle. Marco avait passé 2 décennies à construire un empire commercial, vendant des épices, des tissus et des objets de luxe à travers toute la péninsule italienne. Il était, objectivement, très doué pour accumuler la richesse, ce qui rendait sa décision d'abandonner tout pour chercher la simplicité spirituelle, un exemple fascinant de comment l'esprit humain parvient à transformer n'importe quel concept en justification parfaite pour faire exactement ce qu'il a toujours voulu faire. La révélation spirituelle. De Marco vint, comme beaucoup de révélations spirituelles, pendant un moment de stress financier extrême. Il avait perdu un chargement important d'épices, 2 de ses associés avaient fui avec l'argent, et sa femme était, disons, en train d'exprimer des opinions très spécifiques sur ses compétences de pourvoyeur. C'est alors que Marco, assis seul dans son bureau, entouré par des documents de dette, eut une épiphanie que toute personne cynique appellerait commode. Il décida qu'évidemment, le problème n'était pas sa gestion financière questionnable, mais le fait qu'il était trop attaché aux choses matérielles. La solution, comme Marco l'expliqua à sa femme, était simple. Il allait devenir un ermite, vivre dans une simplicité absolue et dédier le reste de sa vie à la contemplation spirituelle, loin de toutes les distractions mondaines. Sa femme, qui avait une compréhension pratique de comment les factures fonctionnent, suggéra qu'il serait peut-être mieux ou qu'il résolve d'abord les problèmes commerciaux et cherche l'illumination spirituelle après. Mais Marco, qui était déjà complètement convaincu qu'il avait découvert sa vraie vocation, expliqua que les questions matérielles étaient exactement le genre de choses dont une personne spirituellement évoluée ne devrait pas s'inquiéter, ce qui rétrospectivement aurait dû être un signal d'alarme sur certaines incohérences dans sa logique spirituelle. Marco vendit tout ce qui avait encore de la valeur, paya ce qu'il put des dettes, laissa le reste à sa femme pour qu'elle s'en occupe, parce que, comme il l'expliqua, les personnes en quête spirituelle ne peuvent pas se distraire avec des responsabilités mondaines. Et partit pour les montagnes des Apennins, avec un sac plein d'or et une vision très spécifique de comment serait sa nouvelle vie de simplicité. La première chose que Marco fit, après avoir trouvé une montagne adéquatement isolée, fut d'évaluer le terrain avec l'œil critique de quelqu'un qui clairement n'avait jamais compris que ermite signifie généralement personne qui vit dans une petite grotte.
Il trouva un plateau naturel avec une vue spectaculaire, un accès à l'eau douce et assez d'espace pour, un projet que toute personne sensée appellerait trop ambitieux pour une seule personne. Marco décida que, s'il allait dédier sa vie à la contemplation spirituelle, il avait évidemment besoin d'un espace adéquat pour contempler. Pas une grotte simple, pas une cabane modeste, mais un monastère qui soit digne de l'importance de la quête spirituelle qu'il entreprenait. Le projet initial, que Marco dessina soigneusement, incluait une salle principale pour la méditation, des salles auxiliaires pour l'étude, des jardins contemplatifs, une bibliothèque, des chambres pour des retraites prolongées et, dans une démonstration impressionnante de planification logistique, des installations pour recevoir des visiteurs spirituels qui viendraient certainement chercher sa sagesse. C'était essentiellement un complexe monastique conçu pour une population d'environ 50 moines, mais destiné à un ermite qui voulait vivre dans la simplicité. L'ironie, qui échappa complètement à Marco, était qu'il était sur le point de passer les 20 prochaines années à construire le monument le plus élaboré à l'humilité que les montagnes italiennes avaient jamais vu. La construction de ce que Marco appelait ma simple retraite spirituelle commença un matin de printemps, avec Marco transportant les premières pierres en haut de la montagne et découvrant que l'architecture monumentale implique une quantité surprenante de travail physique réel. Marco, qui avait passé 2 décennies à diriger des affaires où la partie la plus lourde de son travail était de porter des sacs de pièces, découvrit que les pierres de construction ont des opinions très spécifiques sur la gravité et que les montagnes n'ont pas été conçues en pensant à la commodité logistique. Après une semaine à transporter des pierres, Marco calcula qu'au rythme actuel, les fondations du monastère seraient prêtes dans environ 3 ans, ce qui l'amena à reconsidérer légèrement l'échelle du projet. Mais Marco, qui avait transformé l'entêtement en philosophie de vie, décida que réduire le projet serait un manque de foi dans l'importance de sa mission spirituelle. Au lieu de cela, il développa des méthodes plus efficaces pour déplacer des matériaux lourds en haut de la montagne. Il construisit des rampes, des poulies et des systèmes de levier qui étaient ingénieusement simples et fonctionnaient la plupart du temps, sauf quand ils ne fonctionnaient pas. Ce qui résultait en des pierres roulant en bas de la montagne et Marco devant recommencer avec un vocabulaire qui ne figurait probablement pas dans les textes spirituels qu'il étudiait. Pendant la première année, Marco réussit à compléter les fondations d'une des salles les plus petites du complexe, ce qui représentait environ 5% du projet total. Un progrès que toute personne avec des connaissances de base en mathématiques trouverait légèrement décourageant. Mais Marco, qui avait la confiance inébranlable de quelqu'un qui n'avait jamais questionné si ses plans avaient du sens, interpréta cela comme une preuve qu'il avait besoin de plus de discipline, plus de dédication et évidemment un projet encore plus grandiose pour être à la hauteur de sa transformation spirituelle. C'est alors qu'il décida d'ajouter une tour de méditation qui serait visible de toute la région pour, comme il se l'expliqua à lui-même, inspirer d'autres chercheurs spirituels, ce que tout observateur cynique pourrait interpréter comme garantir que tout le monde sache à quel point je suis spirituellement dédié. Pendant la 2e année, Marco développa une routine qui était impressionnante dans sa consistance. Il se levait au lever du soleil, travaillait sur la construction jusqu'à midi, s'arrêtait pour étudier des textes spirituels, travaillait encore jusqu'au coucher du soleil et passait les soirées à planifier des extensions pour le projet. Il commença aussi à tenir un journal documentant son progrès spirituel, qui consistait principalement en descriptions détaillées du progrès de la construction, des réflexions sur l'importance de la persévérance et, occasionnellement, des plaintes sur le fait que les pierres sont lourdes et les montagnes sont hautes. Ce que Marco ne réalisa pas pendant ces 2 années de travail solitaire était que personne, absolument personne, ne savait qu'il existait. La montagne qu'il avait choisie était genuinement isolée. Les villages les plus proches étaient à des journées de marche par des sentiers qui n'étaient pas exactement balisés. Les marchands, voyageurs et pèlerins ne passaient simplement pas par là.
Marco était littéralement en train de construire un monastère monumental pour impressionner une audience de 0 personne. Mais Marco, qui était profondément impliqué dans ce qu'il appelait le travail de l'âme, interprétait la solitude complète comme une preuve qu'il était sur la bonne voie. Après tout, les vrais ermites vivent loin des distractions mondaines. Le fait qu'il était en train de construire la distraction la plus élaborée que la région avait jamais vue était une ironie qui échappait complètement à sa conscience de soi. Pendant la 3e année, Marco avait réussi à compléter une salle principale, 2 salles auxiliaires et les fondations de la tour. Un progrès qu'il documentait méticuleusement, avec des réflexions profondes sur comment la construction purifiait son âme et enseignait des leçons précieuses sur la patience, la détermination et le détachement matériel. Des réflexions qu'il écrivait sur du papier importé, avec de l'encre chère, utilisant des pinceaux qui avaient coûté une petite fortune, parce que, comme il le rationalisait, des matériaux de qualité étaient nécessaires pour préserver adéquatement sa sagesse spirituelle. C'est à la fin de la 3e année, quand Marco s'arrêta pour admirer son progrès, qu'il eut son premier petit doute sur le projet. Pas sur l'échelle, pas sur la finalité, mais sur une question pratique légèrement importante. Pour qui, exactement, construisait-il cela? La question le dérangea pendant environ 15 minutes avant qu'il trouve une réponse qui satisfaisait complètement son besoin de justification. Il construisait pour les futures générations de chercheurs spirituels qui trouveraient certainement le monastère et bénéficieraient de sa sagesse. C'était essentiellement un cadeau pour l'humanité, une œuvre de charité spirituelle complètement désintéressée. Le fait qu'il était simultanément l'architecte, le constructeur et le futur unique utilisateur de l'œuvre n'était qu'une coïncidence. Pendant les années suivantes, Marco entra dans ce qu'il appelait la phase de maturité spirituelle, qui coïncida suspicieusement avec la phase où son projet original quintupla de taille, parce qu'apparemment, plus vous passez de temps seul sur une montagne, plus vous avez d'idées grandioses sur l'architecture religieuse. Dans la 5e année, Marco décida que le monastère avait besoin de jardins zen élaborés, avec des pierres positionnées selon des principes géométriques ancestraux qu'il avait lus dans un texte et interprétés avec la créativité de quelqu'un qui n'avait jamais eu à expliquer ses décisions à d'autres personnes. Dans la 6e année, il ajouta une bibliothèque qui serait la plus grande collection de textes spirituels de la région. Dès qu'il pourrait acheter les livres, les transporter en haut de la montagne et construire les étagères, tout seul, dans une démonstration impressionnante d'optimisme logistique. Dans la 7e année, il commença un système d'aqueduc pour amener l'eau de source à toutes les parties du complexe, parce que, comme il l'expliqua dans son journal, un vrai monastère spirituel doit avoir de l'eau courante symbolisant le flux de la sagesse, et non parce que transporter l'eau dans des seaux devenait extrêmement irritant. Marco développa aussi, pendant ces années, une relation intéressante avec des visiteurs imaginaires. Il conversait régulièrement avec des futurs disciples qui apparaîtraient certainement pour apprendre de sa sagesse. Il préparait des conférences élaborées sur des thèmes spirituels qu'il donnait à des audiences d'écureuils, d'oiseaux et occasionnellement de pierres qui avaient une forme vaguement humanoïde. Ses réflexions dans le journal commencèrent à inclure des dialogues complets avec ses visiteurs imaginaires qui posaient toujours des questions très intelligentes et étaient profondément impressionnés par ses réponses. Aujourd'hui, un jeune moine m'a demandé sur la nature de l'impermanence, écrivait Marco. J'ai expliqué que tout comme ce monastère surgit de la montagne, toute sagesse surgit de la discipline. Des conversations qui se déroulaient essentiellement entièrement dans sa tête. Pendant la 8e année, Marco affronta son premier dilemme logistique sérieux. Ses économies s'épuisaient et il manquait encore environ 60% du projet. Toute personne sensée à ce point aurait redimensionné le projet ou, au moins, questionné s'il y avait peut-être une déconnexion entre les moyens disponibles et les ambitions architecturales. Mais Marco,
qui avait investi 8 ans de sa vie et toute son identité spirituelle dans le projet, arriva à une conclusion différente. Évidemment, l'univers testait sa détermination, et la réponse au test était de persévérer avec encore plus de dédication. Il commença à économiser de manière créative. Il mangeait moins, dormait à l'air libre pour économiser les matériaux de construction des chambres et réutilisait obsessionnellement tout matériau qui pouvait être réutilisé. C'était, ironiquement, la première fois de toute sa vie que Marco pratiquait vraiment la simplicité matérielle. Mais au lieu de voir cela comme une leçon sur les avantages de la vie simple, Marco l'interpréta comme un sacrifice temporaire nécessaire pour compléter son projet spirituel grandiose. Pendant la 9e année, quelque chose d'intéressant se produisit. Marco, une première fois depuis qu'il avait commencé la construction, descendit la montagne pour acheter des fournitures dans un village proche. Le marchand local, qui n'avait jamais vu Marco avant, demanda curieusement ce qu'il faisait là-haut sur la montagne. « Je construis un monastère », répondit Marco avec la fierté de quelqu'un ayant finalement la chance de parler de son projet, pour la méditation et l'étude spirituelle. « Ah », dit le marchand, « pour combien de moines ?» Marco fit une pause, qui dura légèrement plus longtemps que ce qui serait naturel. « Un », dit-il finalement. Le marchand regarda Marco, qui était clairement épuisé, sale et visiblement plus maigre. « Un monastère, pour un moine. Vous construisez depuis 9 ans. Tout seul ?»« Oui, » dit Marco. Et pour la première fois, entendant sa propre situation décrite par une autre personne, il réalisa que cela pouvait sembler un peu inhabituel. « Cela doit être, » dit le marchand prudemment, « un monastère très spécial. » Marco retourna à la montagne avec des fournitures et une sensation étrange qui prit quelques jours à identifier. C'était la première fois en 9 ans que quelqu'un avait questionné indirectement la logique de son projet. Pas la dédicace, pas le travail, pas la qualité de la construction, mais la proportion de base entre l'effort investi et l'utilité finale. Cette nuit-là, Marco regarda son monastère, qui occupait maintenant une zone considérable du plateau, avec sa tour à moitié construite, ses jardins élaborés et ses aqueducs fonctionnels, et se demanda, pour la première fois, s'il y avait peut-être quelque chose de légèrement disproportionné dans le projet. Mais la question ne le dérangea qu'une nuit, parce que le matin suivant, Marco se réveilla, regarda tout son travail et décida qu'évidemment, le problème n'était pas avec le projet, mais avec l'incapacité des autres personnes à comprendre les visions spirituelles grandioses. Après tout, les grandes œuvres ont toujours été incomprises par les contemporains. Il fallut encore 10 ans et un événement complètement inattendu pour que Marco comprenne finalement ce qu'il avait vraiment construit sur cette montagne. Pendant le 18e printemps du projet, quand Marco mettait les touches finales à la tour de méditation, apparut le premier visiteur réel en presque 2 décennies. Un moine itinérant qui s'était perdu dans les sentiers et avait vu la construction de loin. Le moine qui s'appelait frère Antonio monta la montagne, regarda le complexe impressionnant avec ses jardins élaborés, ses aqueducs fonctionnels et son architecture qui rivalisait incontestablement avec les monastères impériaux, et posa la question que Marco avait attendue pendant 20 ans. « Combien de moines vivent ici ? Seulement moi, » répondit Marco avec la fierté de quelqu'un ayant finalement la chance